Audrey et Selvan ont la gentillesse de nous accueillir chez eux. Pour la petite histoire, Audrey et Selvan sont un couple de collectionneurs. Selvan a travaillé très longtemps dans l'industrie de la mode et il a été également contributeur pour Beaux-Arts Magazine à ces sujets-là. Et Audrey est attachée de presse et a notamment travaillé pour la mairie de Paris. Et aujourd'hui, ils sont avec nous pour nous présenter leur collection et leur passion pour l'art. Alors plus qu'une collection, sont d'abord avant tout des amis qu'on connaît depuis un petit moment. Et c'est vrai que nous avec notre projet de Twitch, on veut avoir rencontré les différents acteurs du monde de l'art. Et qu'est-ce que le plus important dans le monde de l'art finalement, c'est le collectionneur, parce que sans le collectionneur, il n'y a pas d'artiste. C'est ce qui paraît. C'est plus important, oui. En tout cas, un des rouages de la filière artistique. Les galeries sont aussi un des rouages essentiels. Exactement, mais je pense que c'est vraiment partie d'un ensemble en fait. Sans les galeries, on n'a pas les collectionneurs, sans les artistes, on n'a pas les galeries. C'est un peu un truc comme ça qui se confond. Et vous êtes le maillon final de la chaîne. Ça Exactement. fait longtemps que vous collectionnez du coup ? Moi, c'est justement à travers le réseau des galeries que je suis devenue collectionneuse. J'avais l'habitude de fréquenter les musées, mais j'ai poussé la porte des galeries assez tardivement. Et c'est en devenant amie avec un certain nombre de galeristes, en fréquentant de plus en plus les galeries parisiennes. On a la chance de vivre dans un quartier où on a un réseau de jeunes galeristes assez dense. Et c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner et à acheter mes premières œuvres. Et tu te souviens de la première œuvre que tu as achetée ? La première œuvre, elle est ici, elle est dans le salon, vous pourrez la voir un petit peu plus tard. On fera le tour tout à l'heure. C'est une œuvre de Boris Teleghen que j'ai achetée à la galerie Backslash il y a maintenant 7 ans. Voilà, c'est donc ma première œuvre. Donc c'est assez récent, comme tu disais, finalement. Ouais. Et tu collectionnes que les œuvres d'art ou tu as aussi d'autres collections ? Que les œuvres d'art. Ouais. Les œuvres d'art, un peu de vêtements aussi, il y a un côté un peu fashionista, mais non, les œuvres d'art. Et cette première œuvre, je l'ai acquise parce qu'elle avait, elle était très empreinte de street art et c'est quelque chose qui m'a touchée. À cette époque-là, après, mes goûts en matière d'art ont évolué au fil des années. D'accord. Et toi, Selvan, tu collectionnes depuis longtemps ou pas ? Je sais pas trop. En fait, ça commence à faire, mais c'est surtout que, en fait, ça a pris une place un peu trop grande, un peu grande dans ma vie. C'était quand il y a 5-6 ans, peut-être. Ah, c'est assez récent aussi. Oui. D'accord. Et la première œuvre, c'est l'autoportrait de Thomas Lévillane qui est à l'entrée. D'accord. Et que j'ai acheté pour impressionner Audrey. Alors, ça a commencé comme ça, c'est assez simple en fait. Tu faisais ton petit kéké quoi. Non, c'est juste qu'en fait, j'accompagnais Audrey justement quand elle avait commencé à faire un peu le tour des galeries Backslash, Paris-Beijing, toi, et plein d'autres. Et puis un soir, en fait, je me suis dit, tiens, elle me disait, t'as vu, l'expo est pas mal, etc. Je fais, oui, c'est pas mal. Et puis je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de m'impressionner un peu et dire, t'as vu, moi aussi je suis dans l'art, je comprends et tout. Donc du coup, j'ai acheté l'autoportrait de Thomas sur les conseils de Audrey, parce qu'au départ, moi, je voulais acheter des petites aquarelles qu'il faisait à l'époque. Et finalement, je suis assez content parce que du coup, c'est une pièce un peu différente de sa production. Un peu différente, exactement. Ouais. Et, mais en fait, le truc, c'est que j'ai mis le doigt dans la machine. Et puis au départ, c'était un truc un peu. Là, dans la lancée, j'avais acheté une petite pièce de Stepan Danesh, encore au fil de Backslash. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à m'intéresser, faire partie de différentes associations de collectionneurs, genre la DIAF, d'amis de musées type Pompidou, les Beaux-Arts, etc. Et puis maintenant, Audrey se plaint parce que je la traîne un peu pas mal de... C'est toi qui la traînes plus qu'avant, finalement. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Selvan a tendance à être collectionneur. À ma différence, c'est que quand il commence à s'intéresser à un sujet, il a tendance à s'y plonger dedans. Ce qu'on appelle un geek, en fait, finalement. Un peu. Mais oui, enfin, un geek, c'est... Non, mais moi, la définition du geek, c'est un peu la personne qui va s'intéresser à un sujet, qui va vraiment l'épuiser, quoi. Ah oui, non, mais je te rassure tout de suite, en fait, pas du tout. Non, pas dans le sens que tu t'épuises pas, mais tu épuises le sujet, tu vas bien, tu sais.
gratter des strates comme ça. Je sais pas si on peut. Alors, je sais pas si ça s'applique à moi du coup, parce qu'en fait, c'est plus une histoire de savoir à peu près de quoi je parle. Mais pour le coup, tu vois, sur les vélos, sur l'ordinateur, sur les montres, sur les trains électriques, sur les timbres, et sur tout un tas de trucs que j'ai collectionnés ou que je collectionne, j'avais dit qu'il y a plein de gens qui s'y connaissent vachement mieux que moi. D'accord. Donc, je pense que c'est plus une question de la collection par l'accumulation, c'est un peu genre mon précieux, tu vois. D'accord. Et c'est, enfin, en tout cas, non, moi ce qui m'intéresse surtout, en tout cas dans l'art, et ce qui me frappe, c'est plus la relation émotionnelle que je peux construire avec l'œuvre et avec l'artiste et avec le galeriste. Puisque tout à l'heure vous avez commencé en parlant de triptyque, entre c'est ça. L'artiste, le galeriste et le collectionneur. Et pour moi, ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire que, alors. Je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, je ne sais pas si c'est parce que on a la chance d'avoir des amis galeristes que je suis rentré dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que pour moi le fait d'avoir une relation avec le galeriste est importante, le fait de comprendre et de me rapprocher de l'artiste et de savoir à peu près ce qu'il a raconté, de me sentir proche de lui, c'est rassurant. C'est rassurant parce que ça veut dire qu'a priori je ne m'endetterai jamais pour acheter un Caravage par exemple, parce que c'est un peu dur de connaître l'artiste, mais c'est surtout dur de payer le Caravage. aussi. Attends, tu peux avoir des bonnes prétentions aussi, tu dis, un jour j'y arriverai. Non, pour moi ce triptyque est assez important, c'est-à-dire que ça m'est arrivé d'acheter des œuvres à des galeristes avec qui j'ai pas forcément des atomes crochus, ça m'est arrivé d'acheter des œuvres d'artistes où finalement je me suis dit en fait ce type-là ou cette femme-là je m'en sens pas proche. Mais du coup, ça me renforce à chaque fois dans cette recherche de construire ces deux relations avec le galeriste et avec l'artiste, de faire en sorte que c'est une histoire et que ça raconte quelque chose. Donc vous avez besoin d'un rapport affectif quand même, que ça soit avec l'artiste. Humain, peut-être plus qu'affectif, non? Déjà, il y a humain. Ouais. Moi, dans ma première approche, c'était déjà un rapport émotionnel à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé une histoire assez amusante, par exemple. J'ai passé des soirées assez festives avec une artiste que j'aime beaucoup humainement et j'avais jamais découvert son travail. Un jour, j'arrive à la galerie Bertrand Grimond et je tombe amoureuse instantanément d'une œuvre, qui est l'œuvre qu'on voit ici, qui est l'œuvre de Claire Trottignon. Et à ce moment-là, il me dit que c'est l'œuvre de Claire Trottignon. Et voilà, ça a confirmé le coup de cœur parce que c'est une artiste que humainement j'aime énormément. Et donc j'ai acheté l'œuvre de manière très instinctive comme ça. Et c'est vrai qu'il y a à la fois l'émotionnel, mais je crois que l'humain vient souligner quelque chose. Et on est quand même assez sensible du fait d'être au contact régulier d'artistes et de galeristes à cette dimension-là, je pense. Et on a tendance quand même beaucoup plus à acheter à des galeristes que l'on connaît. Et on prend plaisir, même quand on achète des œuvres où on ne connaît pas forcément l'artiste, dans un second temps à rencontrer l'artiste. Alors par moments ça fit, par moments on n'a pas forcément les atomes crochus, mais c'est quelque chose qui est important. Je trouve, qui dans l'aventure artistique de collectionneur nous intéresse. Oui, en tout cas en ce qui me concerne, Audrey, je sais pas parce qu'elle a tendance, c'est une grosse spéculatrice, mais non, pour le coup, c'est une question de coup de cœur et aussi encore une fois, c'est la relation humaine, tu disais tout à l'heure, et ça c'est hyper important pour moi. Il y a une relation de confiance qui se monte avec le galeriste. À nouveau, il y en a plein d'autres, mais il y a Éric Dupont, Vincent Sator, il y en a plein avec qui moi je suis content de les voir avant tout. Et ce que j'apprécie, y compris avec les filles de Backslash, avec Paris-Beijing, avec toi quand on se voit, c'est que en fait, c'est du temps passé pour montrer un artiste, pour montrer une œuvre. Il n'y a pas forcément de volonté absolue de se dire alors là il va falloir que tu achètes c'est ce degré de confiance là je pense que ça fait vraiment partie de la nouvelle génération en fait, de galeristes aussi de créer un réseau d'amis qui soutiennent et qui sont pas juste pour c'est pas mercantile, tu vois. On essaye vraiment de se créer une petite famille comme ça et auquel on peut se réunir, on revient, on fait des dîners ensemble, parfois vous venez à la maison à Lyon, donc on fait des choses comme ça, qui permet vraiment de stabiliser cette amitié-là.
Et moi, j'ai jamais eu dans l'optique de dire bah, là, je vais me mettre avec cette personne-là parce que je lui vends Non, il n'y a pas une question d'intérêt, Non. mais après, là où tu as utilisé un mot qui est intéressant, c'est la question du soutien. Est-ce que par l'acte de collectionner, vous avez l'impression de soutenir soit un artiste, soit un galeriste, ou est-ce que c'est des achats qui sont purement de l'ordre du plaisir? Alors, Ah non, c'est les deux. Enfin, oui, je pense que c'est les deux. Les deux parce que déjà en fait t'achètes pas. Enfin moi j'achète pas un truc qui me plaît pas. Ouais. Mais après pour moi le plus bizarre boulot de la terre c'est galeriste. C'est le plus bizarre et ça tombe bien. C'est les gens les plus bizarres que je connais. Mais c'est simple. C'est juste un business model qui je trouve très courageux et qui est assez noble et c'est vraiment du dévouement, c'est vraiment de croire en soi, de croire en son œil, de pousser des artistes, etc. Et moi je trouve ça génial, c'est juste un boulot que je ne comprends pas. Oui. Moi je le vois plutôt comme un truc un peu aliénant, tu vois. À partir du moment où tu fais une œuvre sur commande parce que c'est une demande, tu vois, les meubles de Claude Allan pour Dior ou autre, ça devient un peu, tu fais quoi en fait? Tu fais de l'art ou tu fais du business, tu vois? Après, il y a eu des choses qu'on a vues récemment là, pendant Covid, des collaborations. Il y a eu Rosemary Troquel qui a bossé avec Bottega. Bon, elle a fait des trucs super intéressants. Mais, et ça pousse, tu vois, ça pousse des gens, ça pousse un discours et ça pousse une vision qui est assez nouvelle, mais qui est assez nouvelle dans la mode. Enfin, jusqu'ici, pour moi, à nouveau, à un moment, l'art était simplement le moyen ultime de faire en sorte que tu revenais dans la boutique parce que tu avais déjà ta 9e paire de chaussures, tu avais déjà ton 5e sac, et que tu n'avais aucune raison de revenir, si ce n'est que c'est cool, un petit l'art, événement, un petit voilà, truc. Exactement. Et de toute manière, pour moi, il y a ces deux catégories, ces deux marchés de l'art. Il y a le gros marché de l'art dont on entend parler, les grandes foires, la jet set, le machin, le truc, et puis les petites gens, comme ou en tout cas, moi je sais que le fait de collectionner des œuvres, à chaque fois je me dis que c'est la dernière, à chaque fois Audrey me dit mais t'avais pas dit que c'était la dernière, mais c'est simplement que en fait c'est des coups de cœur et c'est de l'envie en fait. Est-ce que tu penses que le marché de l'art est un marché du luxe du coup? Au même titre que pourrait être la mode? Alors, je pense personnellement que l'art de 2020, c'est effectivement le luxe de 2000. Aujourd'hui, est-ce que tu as envie de t'acheter... Audrey, oui. Mais est-ce que tu as envie de t'acheter un énième sac ou est-ce que tu as envie de t'acheter une œuvre d'art? Qu'est-ce que ça va raconter de toi? Après, je pense que ça dépend des gens aussi, tu vois. Ah bah oui, mais moi c'est une vision très négative. Moi je sais, on va tous mourir demain. Non, s'il te plaît, j'ai encore plein de choses à faire. J'ai fait le calcul de la collection et de combien de vivres on aurait pu acheter pour se barricader dans un abri en cas d'apocalypse zombie à la place de la collection d'art. C'est tout à fait ça. Ça fait peur. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour faire ça? Une pandémie? C'est pas la science-fiction. La Diaf, les Amis de Pompidou. Les Amis de Pompidou. Les Amis des Beaux-Arts. D'accord. C'est pas juste une association, c'est vraiment plusieurs. Un premier regard. Un premier regard aussi. Ouais, je les aime beaucoup. Les deux premiers regards. Et aussi du musée de la chasse. Voilà. D'accord. Il y a d'ailleurs Lancelot qui nous demande un petit peu ce que c'est qu'être ami du Centre Pompidou. C'est la question qui allait venir, Lancelot. Ouais. Tu lis dans mes pensées, Lancelot. Qu'est-ce que ça implique Alors, ce que ça apporte surtout. Ouais, c'est ça. Ce que ça apporte, et c'est pour ça que là, pendant la pandémie, moi je me suis un peu désinvesti parce que les Zooms, déjà les Zooms, en fait j'en ai marre. On en a tous marre. Vous faisiez des rendez-vous sur Zoom Pendant la pandémie, il y en a beaucoup parce qu'on n'avait pas le choix. Ouais. Mais en fait, moi ce que j'ai aimé avec le fait de faire partie des amis, c'est déjà évidemment tu peux visiter les expositions dans des conditions qui sont pas mal. Là on a vu Ito Steyer à Pompidou et qui est juste on était tout seul dans l'expo, donc c'est incroyable. Génial, les 10 dans le musée. Mais moi, ce que j'apprécie surtout, c'est le fait de pouvoir rencontrer les artistes, d'aller dans leurs ateliers, de les comprendre et les connaître,
Encore ce rapport humain que tu disais tout à l'heure. Oui, mais c'est comme ça, tu vois, enfin, il y a des... Léa Dumaillet, on a une petite œuvre là-bas, je la connais comme ça, il y a Julien Bandery et Lucie Gallo, qu'on croise aussi, Héloïse, pardon, qu'on croise aussi, que je croise régulièrement, et c'est en fait des gens que je suis content de voir comment le travail évolue, comment elles produisent, de voir leurs ateliers, etc. Et donc du coup, faire partie de quelles sont les actions de ces différentes associations? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Oui. Alors la DIAF, la DIAF fait partie de ceux qui ont créé le prix Marcel Duchamp, donc qui est remis chaque année à un artiste contemporain français. Oui, normalement. Normalement, mais quand tu regardes la liste, il y a des écarts. Voilà, normalement. Et les amis de Beaubourg, quelle est leur action? Alors, en fait, les amis de Beaubourg financent l'acquisition à travers les memberships, financent l'acquisition d'œuvres au nom des amis. D'accord. Voilà. Et tu as un regard en tant que membre sur les votes. D'accord. Okay, Chaque année, on vote effectivement pour des œuvres qui nous sont soumises à l'acquisition. D'accord. Et chaque vote est compté comme une voix, identique de chaque personne. C'est pas parce que tu vas mettre plus d'argent dans l'association que tu as plus de voix, ou plus de pouvoir. Non, tu as différents niveaux de membership, d'adhésion, qui te donnent différents niveaux d'activité. Ouais. Mais non, en fait, c'est pas la proportionnelle. Oui, et puis tu as surtout différents groupes d'acquisition, puisqu'il y a le groupe photo, le groupe dédié au design. C'est toi qui choisis un peu, du coup, où tu veux... Nous, on fait partie du groupe Perspective, c'est des jeunes collectionneurs, les jeunes amis. Puisque le Centre Pompidou a eu une action assez forte en direction d'un public plus jeune. Ils avaient à cœur de rajeunir effectivement une partie des amis. Bien sûr, hein. Et ils ont créé du coup ce groupe Perspective, qui est aussi très sympa parce qu'on se retrouve, les programmes sont aussi adaptés aux horaires de travail des jeunes parisiens. Et donc on a surtout des visites en soirée ou le week-end plutôt qu'en pleine journée. Et ce qui nous a aussi permis de rencontrer plein d'autres gens, de discuter entre nous aussi de nos acquisitions, des choses qu'on avait repérées. Et il y a également des voyages qui sont organisés, qui sont dédiés particulièrement aux jeunes amis. Donc c'est aussi, encore une fois, de l'humain qui est intéressant aussi de mettre en valeur. Et pour toi, quelle est l'association qui a l'action la plus impactante, peut-être? Elles sont toutes très différentes. Ouais. T'as la réponse politique. Non, mais elles sont différentes. Moi, j'ai trouvé des choses différentes. Parce que la DIAF, c'est quand même un mouvement assez ancien, avec des membres assez anciens. Oui. Je pense que tu dois faire partie des plus jeunes. Oui. Est-ce qu'il y a des nouveaux membres aussi jeunes comme toi qui rentrent dans la DIAF, ou c'est quand même une association qui est assez désuée? Alors non, c'est pas désuée, mais vieillissante. Non, en fait, j'ai trouvé des choses différentes. Tu vois, par exemple, la DIAF. J'espère que personne de Pompidou nous écoute, mais la DIAF a été très très dynamique là. Tu vois, pendant le confinement. Oui, ils ont organisé beaucoup de rencontres en Zoom, mais beaucoup d'activités alors qu'ils ne sont pas nombreux, etc. Avec la DIAF, tu as un rapport beaucoup plus proche à la création. Tu vas voir les artistes dans leur atelier. Littéralement visiter leurs ateliers, où qu'ils soient, et parfois c'est très très loin. Au Pompidou, moi j'ai trouvé le fait de pouvoir visiter certaines expositions avec l'artiste, le commissaire ou l'artiste. On a visité l'exposition de Sheila Hicks avec Sheila Hicks. En fait, c'est cool. Tu vois, ou c'était avec les amis de Pompidou qu'on avait aussi l'occasion de pouvoir déjeuner avec le mec du Bon Marché. Léandro Erlich. Génial. Qui est super sympa et l'expo était canonissime. Voilà, et ça c'est chouette. Après, aux Beaux-Arts, tu as accès à une création plus jeune, tu vois ce qui se passe et tu vois. C'est vraiment au cœur de la création contemporaine. Voilà. Le musée de la chasse,
C'est un truc un peu en dehors de tout et en même temps qui est dans la création contemporaine. Ouais, parce qu'ils font quand même des choses assez incroyables. Oui. Et c'est une proposition scénographique qui est Toujours dingue à chaque fois. hyper innovante. Enfin, parce qu'au musée de la chasse, t'as l'impression que tu vas arriver dans un truc un peu à l'américaine. Ça sentir la naphtaline. Ouais, mais en fait, pas du tout. Non, en fait, c'est une institution qui est extrêmement intéressante dans sa scénographie, dans la gestion du mobilier aussi, dans la mise en... Et finalement, c'est un musée d'amoureux de la nature, quoi. Oui. Enfin, moi, je l'ai vécu vraiment comme ça, quoi. Et les propositions contemporaines, elles sont aussi assez c'est osé à chaque pertinentes. fois. Ouais. Ils prennent des vrais risques. Ouais. Et en tant qu'amis, tout ça, vous avez un regard sur les expos ou vous avez des expos qui sont organisées par les associations d'amis ou Non. Alors non, ça aujourd'hui, c'est pas. Ça peut être d'ailleurs une proposition idée, sauf la DIAF qui la DIAF, organise de leur temps. Ouais. Donc en fait, c'est les collectionneurs qui proposent et là c'était présenté chez Yes. Lambert. Ouais, puis ils ont fait à l'IAC aussi, il y a 2 ans, je crois, Oui. à Villeurbanne, à côté de Lyon. Et les amis de Pompidou proposent une fois par an à peu près un cocktail chez un de leurs collectionneurs qui permet aussi de découvrir la collection des gens qui nous accueillent. C'est sympa, ça aussi. Est-ce qu'il y a des... Ça m'a failli m'arriver, mais j'ai pas eu le temps. Et en fait, le galeriste avait déjà sorti des carnets de commandes. Donc, du coup, comme je suis quelqu'un de très poli et très gentil, j'ai gentiment pris l'heure et je me suis promis de ne plus jamais lui acheter quoi que ce soit. Non, voilà, effectivement, mais on en revient toujours au même sujet, c'est que Elle abandonne la galerie, il se passe tout, elle centralise tout. Non, mais c'est vrai qu'on en revient à nouveau au côté humain, l'idée d'acheter une œuvre parce qu'on tombe amoureux d'une œuvre, mais on n'est pas reçu correctement, ou on sent qu'on a l'impression de plus déranger qu'autre chose. Effectivement, c'est souvent un frein à l'achat. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a certaines... Heureusement, c'est assez rare, mais ça arrive que dans certaines galeries, on ait ce sentiment-là, comme ça, de déranger. Et généralement, ça, c'est un vrai frein. Encore une fois, c'est le contact humain qui est primordial. Quoi. Non, en fait, le truc, c'est que justement, je pense que il y a cette image de je dois faire partie d'un certain monde, je dois avoir certaines... Alors évidemment, les références, il faut les avoir, mais c'est pas pour les autres qu'il faut les avoir, c'est simplement pour aiguiser son œil. Et pour le coup, moi, je m'en suis rendu compte, parce qu'au départ, je disais n'importe quoi, Audrey me disait tu dis n'importe quoi, et maintenant, en fait, Audrey me dit ah ouais, c'est super intéressant, heureusement que t'es là, et heureusement que je t'ai. Elle me dit heureusement que je t'ai vraiment souvent. Mais c'est juste qu'en fait, cette culture, tu l'acquiers parce que tu as envie d'aiguiser ton œil et de comprendre pourquoi, et de faire des relations, et de faire des... Même ne serait-ce que pour pouvoir faire déroger tes œuvres chez toi, ou même dans ta tête, etc. Ça, c'est hyper important. Mais après, juste se prendre au sérieux, ça sert pas à grand chose. Et en fait, en vrai, moi j'ai rencontré plein de gens super intéressants, super gros dans le milieu, et qui se prennent pas au sérieux. Et je sais que c'est avec ces gens-là que j'ai construit des relations qui sont hyper honnêtes, et moi j'aime bien. Le truc, c'est qu'on collectionne un peu séparé. C'est ça, c'est très intéressant. Aussi séparément, c'est-à-dire que Selvan va acheter des œuvres, beaucoup plus que moi d'ailleurs, et à un moment donné, il faut que ces pièces-là, elles trouvent leur place et qu'elles arrivent à dialoguer. On essaie de créer une forme d'harmonie. Ce qui nous semble une forme d'harmonie. Donc effectivement, il y a aussi une discussion après sur la place que va avoir telle ou telle œuvre, pourquoi telle œuvre bouge. Donc après, il y a aussi une bataille sur l'espace, qui occupe l'espace. Mais on essaye effectivement de trouver une harmonie entre les œuvres. C'est pas toujours évident, mais dans l'ensemble, on arrive à peu près à s'entendre. Il y a des œuvres qui ont dû bouger un peu parce que justement d'autres venaient prendre la place. Après, sur le positionnement, voilà, par exemple, moi, dans la chambre, j'ai mon petit coin à moi qui sont des pièces très intimes et qui me parlent pour des raisons, qui me parlent de mon histoire, de moments particuliers. Et celle-là, par exemple, c'est des œuvres que je garde un peu à l'abri du regard des autres. D'accord. C'est quelque chose de très intime. Donc vous Non, on ne vous les montrera pas, désolé. Le truc, c'est qu'en fait, il s'avère que je suis
un être vieillissant. Et Oh, donc tout avec petit l'âge peu vient la sagesse, et la sagesse, ça consiste à savoir qu'en général, tu as plutôt intérêt à dire à Audrey t'en penses quoi de ça, et tu crois quoi, et t'es d'accord, t'es d'accord sur tout. Mais du coup, tu dis que vous achetez chacun un peu séparément. Mais justement, en mais- fait, initialement, je faisais ça, Ouais. je disais à Audrey ça y est, j'ai acheté un truc. Ouais. Et maintenant, c'est plus, c'est des techniques subtiles, Oui. subtiles mais sûres. Mais tu sais qu'elle manipulation ça lui quotidienne plaît, pour l'amener à aimer lui le plaît aimer le quand truc. même. Mais si, tu vas voir, ça va te plaire, c'est sympa, etc. Et du coup, la crochette ici, il est immuable ou il est en. Alors non, il n'est pas immuable et c'est la raison pour laquelle j'avais fait mettre, mais je sais que je me fais vanner par tout le monde là-dessus. Ah, mais j'ai même pas vu de toute façon. des simèzes, parce qu'en fait il est censé ne pas être immuable et que justement, en fait, je voulais éviter de faire des trous, mais surtout les simèzes et les cadres cachent des énormes cratères derrière ce mur. Et voilà, donc en fait, cet accrochage n'est pas immuable, mais jusqu'ici, comme Audrey est très peu manuelle et qu'elle n'a pas très envie de s'embêter avec les choses, du coup, en fait, pour l'instant, je laisse comme ça et puis j'attends qu'elle rêve. C'est une visite d'atelier dans un parking du 11e et c'est un artiste qui est déjà assez connu. Van der Meulen. Voilà. Mm. Absolument. Non, un jeune. Qui travaille. Jeune vient. Ouais, enfin il a notre âge donc il n'est pas si jeune que ça, mais. Si, qui travaille notamment au fusain. Avec des portraits qui sont presque avec un effet de gommage, qui D'accord. était connu pour ça. Et là, il est en train de passer sur une autre approche, une autre série. Et en fait, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'accord. Et Audrey aussi. Et C'était on pas a eu et le contact en plus. Et c'était typiquement c'est un artiste qui était déjà relativement Oui. identifié, Mhm. mais que on ne connaissait pas plus que ça. Et le fait de l'avoir rencontré, d'avoir vu son travail in situ. Ça a été un premier pas, justement, ça a été un premier pas où on se dit, tiens, c'est potentiellement un des artistes qu'on serait prêt à collectionner Et je pense prochainement. d'ailleurs que le fait de l'avoir vu dans son atelier Mhm. a été plus impactant dans cette découverte que si on l'avait vu dans une galerie. Ah, tu Parce trouves que- que bien sûr. la sacralisation de l'œuvre, des fois, enlève du charme? Non, c'est simplement qu'en fait, tu vois, il est là, Il est disponible. T'as la peinture déjà, il est disponible, t'as la peinture partout, c'est dégueulasse. T'as des œuvres un peu partout, y compris des vieilles œuvres et compagnie. Tu peux regarder et tu le vois. Tu vois, tu vois son Il y a un travail, tu contact vois son évolution, plus direct. tu vois son discours, tu comprends ce qu'il te raconte parce que c'est tout devant toi. Tu vois. Toi, tu fais partie de ces gens qui aiment bien aller dans la réserve, quoi. Ah ouais, j'aime bien les réserves. Ouais. 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 On y trouve souvent des choses assez intéressantes. Ouais. T'aimes bien fouiller, mettre la main un peu dans... Alors, c'est Audrey qui chine, mais moi j'aime bien aller dans la réserve pour voir ce qui s'y passe en termes Ouais. d'œuvre. Mais Audrey elle aime bien chiner. T'as l'impression que tes galeristes cachent les meilleures pièces dans les réserves ou... Ouais, évidemment, c'est bien connu. C'est bien Non, connu. mais souvent, tu as des œuvres qui, à un moment donné, ont peut-être pas trouvé preneur lors d'une expo précédente. Oui. Et nous, ça nous arrive souvent de pousser la porte des réserves des galeristes parce que moi aussi, c'est ce que j'aime, Parce c'est que fait qu'aujourd'hui. semblant de confondre avec la porte des toilettes. Non, mais parce qu'aujourd'hui aussi, on a ce rapport avec certains galeristes qui nous permet de nous sentir chez nous quand on arrive dans leur galerie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui participe. Enfin, le lieu, tu te le fais tien. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais d'être rentré à Pompidou pendant cette période de pandémie. Ça a été quelque chose que j'ai un rapport quasi affectif maintenant avec ce musée. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, d'inciter les gens à pousser la porte des galeries, parce que finalement, c'est des petites maisons où tu as tous ces petits trésors qui sont soit exposés, soit cachés. Et souvent, tu t'aperçois que dans les réserves, il y a des œuvres qui t'ont pas forcément accroché pendant une expo précédente, mais qui, parce qu'à un autre moment de ta vie, parce que d'autres expos que tu as vues te donnent un autre regard sur l'œuvre. Et il nous est arrivé d'acheter des œuvres en réserve, Oui. qu'on avait probablement déjà vues, on était passé à côté, et qui là ont eu un écho différent. Comme œuvre qu'elle a. Moi personnellement j'ai fait une grosse pause, j'ai pas cherché à voir de l'art autrement que voilà,
Donc c'est pas... En fait, le problème, c'est que pendant ces périodes de confinement, on a été tellement exposés aux écrans qu'au bout d'un moment, il y a une forme de ras-le-bol pour moi. Aller au musée ou rentrer dans les galeries, c'est une promenade, c'est une respiration. Enfin, tu vois, c'est vraiment... je m'ouvre à quelque chose d'autre et j'ouvre mon regard sur des choses que j'aurais pas eu pris le temps de voir. Et du coup, moi, j'ai un vrai problème avec ça, c'est que voilà, tu vois, par exemple, regarder un opéra, il y a eu plein de choses qui se sont faites dans le monde culturel pour essayer de continuer à maintenir ce lien avec le public. Mais par exemple, je retrouverai jamais la même émotion quand je regarde un opéra à la télé que quand je vais le voir en scène ou regarder. Enfin, moi, je suis passionnée de théâtre. À la télé, on voit des choses qu'on ne voit pas sur scène. Oui, l'image, ça. On a vu le même opéra. En fait, on a vu, pendant le premier confinement, on a regardé Les Contes d'Hoffmann. Et on l'avait vu juste avant. Et en fait, moi, Les Contes d'Hoffmann en live, en fait, j'ai passé 2/5 de l'opéra à pleurer. Parce que c'était juste incroyable. Et en fait, quand on a regardé la télé, pendant les rediffusions que l'opéra faisait, finalement je me suis dit waouh, en fait les acteurs ils jouent vraiment, ils ont vraiment des expressions, c'était loin à l'opéra. Et en fait tu dis ouais mais en fait je m'en fous. C'est marrant mais je ressens pas le même truc là tout d'un coup. Tu vois, c'est ça et c'est un peu. Mais par contre je pense quand même que le virtuel permet quand même d'ouvrir l'esprit, enfin de te montrer des choses et puis après tu fais l'effort, tu fais le tri et tu fais le choix après d'y aller physiquement, je pense. Mais il y a aussi la question, il y a certaines œuvres qui se prêtent mieux à Instagram, l'écran que, je veux dire, aller voir du volume ou de la matière sur des œuvres qui sont qui sont en plusieurs dimensions où il y a des choses que tu ressens pas et que tu ne vois pas à travers un écran. Et encore une fois, moi ce que j'aime, c'est aussi ce truc de rentrer dans un lieu, de pousser une porte, de voir l'accrochage, de passer d'une pièce à une autre, tout ça, c'est très difficile. Enfin, il y a un vrai travail et je pense qu'il y a des potentialités qui aujourd'hui ne sont pas encore complètement explorées sur le numérique. Mais encore une fois, comme on le dit depuis le début, il y a ce côté humain, le charnel, le physique, dans le rapport à l'art qui est difficile à saisir. Ouais. Quelque chose qui vous a marqué? Livre? C'est Audrey qui est fort pour ça. Livre ou série, film ou musique? As you want. Alors, musique, moi j'aime beaucoup de XX. D'accord. Voilà, et après, les séries, il y en a plein. Une série qui t'a marqué plus qu'une autre peut-être? Moi, la première série qui m'a fait rentrer dans le monde des séries, c'est Six Feet Thunder, que j'avais totalement adoré. Donc c'est une vieille série maintenant, ça remonte un peu. Ça revient à la mode. Voilà. C'est grand n'importe quoi à chaque fois. Moi je crois qu'il y a quand même un souvenir impérissable. Il y a beaucoup de souvenirs impérissables avec toute cette petite bande d'amoureux de l'art, de galeristes. Mais je me rappelle d'une fin de soirée à la Biennale de Venise, à la boîte de nuit de la Biennale au Piccolo Mundo, qui avait été assez mythique. J'ai découvert qu'en fait j'aimais le limoncello, alors que je croyais que je n'aimais pas le limoncello, mais voilà, Paris-Beijing en force avec Backslash qui m'ont fait aimer le limoncello plus que de raison ce soir-là. Voilà, c'était... Il y en a plein. Bon, généralement, on n'est pas avare de bonnes... souvent, le problème, c'est que parfois, on s'en souvient pas. T'habiller dans ta piscine. Il y a plein de trucs comme ça. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire un grand week-end sur Prince chez Backslash et craquer ton pantalon. Et craquer mon pantalon. J'aurais pas dû non plus. Il y a plein de trucs que j'aurais pas dû en fait. Écoutez les amis, merci de nous avoir accueillis ce soir. C'était vraiment super merci cool. À vous. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre maison. Alors la semaine prochaine, c'est jeudi de l'Ascension. C'est jeudi de l'Ascension, donc un pont, donc pas d'émission malheureusement. Mais on se retrouve dans 2 semaines. Ce sera le jeudi 20. Et Camille, on va à la rencontre de Éric de Remeux à la Galerie RX autour de l'exposition de Hermann Nietzsche. Et oui. Merci les amis de Twitch
de nous avoir suivis si nombreux ce soir. Bonne soirée. Au revoir. À tout de suite Delphine. Pour les amis de YouTube, n'oubliez pas un petit abonnement, un petit like, ça fait pas de mal pour nous, ça nous permet de produire des émissions de qualité. Merci les amis. Merci. Bisous. Peace, Ciao, on vous ciao. aime. Passez une bonne soirée.